Petite vidéo spéciale aujourd'hui, il faut qu'on parle d'un sujet important. En ce moment, il y a une espèce de tendance sur Internet, enfin dans la sphère entrepreneuriale, la sphère développement personnel, que je vois de plus en plus émerger. C'est un attrait pour le spirituel, mais pas le spirituel, pas les stats des baptêmes dans les églises, plutôt le spirituel utilitariste. Je vois des gens qui me disent, ah, moi, je veux être plus spirituel, je veux développer ma spiritualité, voire même, mon objectif cette année, c'est la spiritualité, c'est de développer cet aspect de ma vie, comme si c'était une case à cocher en plus sur la to-do list, alors qu'en fait, bah, c'est quand même, c'est pas du tout un truc qu'on est censé atteindre comme un objectif. Bah, c'est même un oxymore en soi, parce que je veux être spirituel, Non. c'est l'ego qui veut avoir une image de lui-même comme étant plus spirituel. Alors après, le terme, c'est pas, c'est particulier parce que spiritualité, c'est la vie de l'esprit, donc ça veut tout dire et rien dire. Donc effectivement, tant qu'on en reste à changer de transhypnotique, d'une transhypnotique A vers une transhypnotique B, à la limite, c'est aussi de la spiritualité et c'est toutes les limites du langage. Mhm. Mais tant qu'on croit encore au langage, qu'on n'a pas touché les limites du langage, qu'on n'a pas compris justement qu'une vie spirituelle avec un S majuscule se place dans les interstices du langage, on peut se laisser avoir par ça et puis bah, c'est un bon produit marketing. Une vie spirituelle avec un A majuscule se place dans les interstices du langage. Oui, dans ce que j'ai appelé dans une vieille vidéo les espaces de respiration. La carte n'est pas le territoire, le langage n'est pas la chose. Mhm. Enfin, je veux dire, n'importe qui est arrivé dans une cathédrale magnifique ou qui... moi, j'avais été touché par la grâce il y a 35 ans de ça dans une grotte au Mexique, Mhm. qui était absolument sublime, qui m'avait ramené à une espèce d'essentiel. Ben, je peux te dire qu'à l'intérieur, il y avait un silence total. Mhm. Il n'y avait pas un truc qui disait « Ah oui, c'est vraiment beau. Ah, parce que ça... Ah là, il y a vraiment un sens de l'esthétique et du rapport avec le nombre d'or. Non, il y avait rien. Ah, Juste la présence et rien. Le concept était absent, évidemment, ici. Il avait rien à dire, le concept. j'ai ressenti ça aussi dans une grotte. Hmm. En Slovénie, des grottes de Skokjan, gigantesques. Tu rentres dans une pièce, ça fait 1 kilomètre de long, 200 mètres de haut, et c'est spécial, ouais. Mais du coup, si on parle des interstices du langage, ça veut dire qu'on peut pas parler de spiritualité. Ça veut dire qu'on peut pas la décrire, ça veut dire qu'on peut pas, encore moins la vendre, encore moins on peut peut-être l'insuffler. Bah, après, c'est vraiment les travaux de Wittgenstein et le fameux ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Et d'autres après, comme Derrida, qui ont dit non, non, au contraire, ce dont il ne peut pas parler, il faut l'écrire, il faut l'exprimer autrement. Et Mhm. c'est pas pour rien que tous les mystiques, depuis la nuit des temps, font des allégories, des poèmes, des sculptures. Ouais. Mais ils évoquent. Il faut juste être clair sur le fait qu'on évoque, qu'on n'est pas en train de parler de ce dont on parle. Mhm. Sinon, on est dans un niveau de naïveté assez impressionnant, disons. Ok. Alors du coup, moi, ce que j'observe chez tous ces gens qui veulent devenir spirituels, qui veulent se mettre à la spiritualité, c'est vraiment ça, hein, c'est je vais me mettre à la spiritualité comme si c'était une discipline. C'était plus sur Instagram que moi, je te Ouais, fais ouais, ouais, confiance hein, bien là-dessus, sûr. Benjamin. Non, j'observe ça sur Instagram, sur YouTube, Mm. euh, beaucoup sur YouTube, hein. Des contenus vlogs, des gens qui racontent leur quotidien. Ok. Et en fait, ça prend des formes. Souvent, ce que je retrouve, c'est, bon, déjà, on se retrouve ensemble, Mhm. on recrée, euh, on recrée du lien social, ça, à la limite, j'ai rien contre ça, c'est très bien. Mhm. Mais on va pas se contenter d'être ensemble, on va faire des trucs. Bon, on peut faire des exercices de respiration, on peut faire des trucs un peu ritualisés, chamaniques, j'en sais rien. Je sais, il y a un retour du néo-chamanisme de tous les sociologues. Exactement. On en a parlé dans la première vidéo, le retour du religieux en période de crise, Mm. du religieux sous toutes ses formes, de la croyance, peu importe, tant qu'on a une liane à laquelle s'accrocher. Et j'observe un truc aussi qui revient, enfin qui revient, qui vient en force, c'est la mode des psychotropes, des expériences Psilocybine et compagnie. psilocybine et compagnie, ouais, champignons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salvia, Mm. et limite j'ai pas envie de donner d'autres idées, Mm. mais ce dont j'entends parler le plus souvent, c'est les champignons, ouais. Et c'est en train d'être banalisé, tu vois, alors t'as jamais testé,
Il faut absolument que tu testes ça pour développer ta vie spirituelle. Et il y a énormément d'universitaires en ce moment, hein, qui font des travaux dessus, qui étudient les effets de la diméthyltryptamine sur Mhm. la psyché, qui essaient de sortir un savoir universitairement accepté sur le sujet, d'essayer d'avoir des résultats thérapeutiques sur des personnes atteintes de schizophrénie ou d'autres troubles psychiques. Donc c'est vrai qu'il y a une mode dans l'université, j'en ai parlé dans une vidéo Adorcisme versus exorcisme. Une des plus connues, c'est Corinne Sombrin, mais bon, c'est vraiment pas la seule. Il y a d'autres gens qui travaillent avec elle et qui sont en train d'essayer oui, d'aller dans cette direction. À mon humble avis, c'est une fausse piste. C'est-à-dire, je pense, que c'est une piste intéressante qui vaut peut-être probablement, Mhm. à l'échelle de l'humanité, c'est probablement intéressant que l'humanité l'explore. Je suis d'accord. Mais ce sera à moyen terme une fausse piste. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Que tu veux dire une fausse piste pour aller vers la spiritualité? Ben, ça dépend de ce qu'ils veulent en faire, justement. C'est là où déjà prendre des outils chamaniques pour parce que j'en avais vraiment pas mal déjà parlé sur la chaîne de comment est-ce que des psychologues, des psychanalystes ou des je sais pas quoi abordent une tradition spirituelle qui a une cohérence globale, picorent quelques éléments, les sortent de son contexte et où en fait déjà là, il y a déjà quelque chose de l'ordre du changement Mhm. et où on raconte que c'est la même chose, mais ça n'est pas vrai. La méditation de pleine conscience faite en plein milieu d'un ashram à Lhasa ne peut pas être la même que une telle méditation faite dans un hôpital à la Pitié-Salpêtrière. Le contexte culturel est différent, les représentations culturelles de la personne qui médite est différent. Enfin, il y a une espèce de naïveté épistémologique à penser que on peut prendre un élément comme ça, la sortir de son système Mhm. et que il y aura sûrement aucune Oui. incidence. Il y a un déni de la systémique et de l'importance de la systémique. Complètement. Mais parce que l'époque n'a pas encore compris réellement dans sa chair la pensée systémique. Elle se gargarise avec le mot systémique, elle te vend du systémique, mais en réalité, c'est quelque chose qui ne fait pas encore sens, en tout cas pour le commun des mortels. Après, effectivement, certains professeurs ou certains penseurs l'ont bien compris, heureusement. Et je pense que ceux qui l'ont bien compris euh, ne s'amusent pas à prendre des champignons plusieurs fois dans l'année pour vivre des expériences, parce qu'ils ont aussi compris les potentielles conséquences. Mais disons que c'est vraiment le drame de désigner deux choses distinctes ou plus sous un seul terme. C'est un procédé de novlangue, hein, on voit dans d'autres domaines, Mm. j'en ai parlé sur ma chaîne dans le domaine politique, mais ici, appeler spiritualité quelque chose qui est de l'ordre du récréatif, C'est ça. contribue à obomber, à invisibiliser ce que c'est qu'une spiritualité authentique et à confondre justement ce qui est de l'ordre de la diversion et ce qui est de l'ordre de la conversion. Moi, j'y vois plutôt une forme de fuite. Bon, le quotidien est insupportable, la vie est morose. Trouvons un moyen de se fuir, de se fuir et de fuir. Alors, si en plus ça peut passer pour une démarche spirituelle qui sera bien acceptée socialement, c'est encore mieux. Toi, tu parles plutôt de diversion plutôt que de conversion. Est-ce que tu peux rapprocher le terme de conversion de ce dont on parlait juste avant, la différence entre adorcisme et exorcisme? Est-ce qu'il y a un pont à faire là? Parce que j'aimerais bien t'emmener là-dessus. Je sais pas s'il y a un pont direct qu'on peut faire, mais en tout cas, on peut l'évoquer. C'est pas grave, tu peux m'amener dessus, même s'il n'y a pas un. Tu sais, toutes les dualités ne sont pas forcément à superposer, mais c'est pas grave. Hmm. Alors déjà, qu'est-ce que tu entends par conversion? Mais la conversion, déjà, il y a l'idée con, c'est avec. Donc déjà, il y a l'idée d'une unité avec les choses. Quand on se met à prendre de la diméthyltryptamine ou de la psilocybine ou je ne sais quoi, Divias. voilà, bon, il y a des flux qui se séparent. On se met à couper le monde en deux avec le monde sacré, avec beaucoup de guillemets, et le monde profane, tu vois, et on voit bien qu'on est en train de fragmenter le monde plutôt que de le réunifier. On revient... Alors que, ouais, Non, juste on revient au concept de dissociation de soi et de réunification de soi. oui, tout à fait. Alors même si dans l'expérience de la personne, elle a l'impression d'être dans une espèce de toutité, disent certains, et ça je ne le remets pas en cause. De toute façon, je suis pas habilité à remettre en cause des expériences vécues d'individus. En revanche, il y a un retour après à la matière. Donc on a vite envie de repartir. En fait, on est dans quelque chose qui est extrêmement similaire aux drogues en réalité. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une impasse. Parce que ça divise et que ça n'unifie pas au-delà d'un certain point. Donc comme toute expérience qui change les repères, ça peut être très très utile parce que ça permet de prendre de la distance et de se désidentifier avec un quotidien qui est peut-être pathogène. Oui. De ce point de vue-là, c'est très bien. Mais ça ne doit être qu'une étape. Mais ça n'est qu'une étape et c'est probablement à mon avis
pas la meilleure manière de se rendre compte de ça. Il y a plein d'autres façons qui sont beaucoup plus douces, avec moins de risques, C'est beaucoup du moins pile de... ou face. Oui, c'est du pile ou face, c'est une chance sur deux que ça marche. Enfin, tu vois, c'est un peu jouer aux osselets, quoi. Ouais, mais ça rajoute un côté grisant et le hasard, le stress. Oui, il y a une esthétique du pile ou face, Ouais. disons. Voilà. Qui peut faire rêver des jeunes gens en quête d'intensité cheap. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est la nouvelle. Enfin, avant, c'était quelque chose de hors de propos. Enfin, c'était inatteignable. C'était ah non, on va quand même pas faire ça, on va quand même pas tester ça. Aujourd'hui, c'est en train de devenir totalement normal. Bah, c'est un marché maintenant. Ouais. C'est un vrai marché. Du coup, est-ce que tu peux, parce que je suis pas sûr que toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo comprennent bien la différence entre les deux, revenir sur ces notions de d'exorcisme et d'adorcisme et faire bien, expliquer bien la différence entre les deux, de quoi on parle. Alors, j'ai fait une vidéo de plus d'une heure qui s'intitule Adorcisme versus exorcisme, dans lequel je donne un certain nombre d'exemples, mais c'est un distinguo qui est important à faire quand on aborde les choses spirituelles, parce qu'énormément de gens n'ont pas eu la chance d'avoir une véritable transmission, notamment par la famille ou l'environnement. Ah ouais. Et donc ils se retrouvent face à un supermarché américain, Mhm. tu sais, où tu as 1 million de jus de fruits, 50 000 tablettes de chocolat, et ils sont complètement perdus. Et l'empirisme est quelque chose qui peut prendre énormément de temps, parce que tu peux, quand bien même tu as le désir, tu vois, d'aller vers quelque chose justement qui tient un petit peu la route, ben s'il faut tester 50 000 occurrences avant de tomber la bonne, tu peux n'arriver à trouver quelque chose qu'à 75 ans. Enfin bon, dans le meilleur des cas, si t'es pas cramé avant. Ouais, ouais, aujourd'hui, si t'es pas guidé, tu veux tout tester, là, pour un moment, tu vas y passer ta vie. Il y a des gens avec des tempéraments qui aiment expérimenter, on est content pour eux, mais avec vraiment le risque de se cramer en plus. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc l'adorcisme, bah, comme dans son nom l'indique, il y a vraiment l'idée d'adorer quelque chose. C'est-à-dire c'est le fait l'individu se place dans une position de vénération. Dans la tradition, c'est ce qu'ils appellent justement le veau d'or. C'est-à-dire l'individu va se mettre à vénérer. Alors ça peut être effectivement des dieux, des esprits, au sens comme on peut faire en Indonésie, aux Philippines, etc. Dans des formes d'animisme, des choses comme ça. Mais ça peut être parfois beaucoup plus subtil, Ouais. comme dans des pratiques comme le Reiki ou d'autres, voilà, dans lequel il y a toujours un rapport de je veux obtenir de la nature ou de la vie quelque chose, et je vais donc donner des offrandes à des entités ou à des divinités supposées comme telles, Mhm. de sorte à l'obtenir, et avec toujours un coût en retour. C'est de la magie en fait, tout simplement. L'adorcisme, c'est un autre nom pour la magie. Mhm. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le rôle du père dans les religions monothéistes, Ouais, j'aurais partagé. dans lequel je parle, et je te remercie, et dans lequel je parle du judaïsme et de comment cet adorcisme, par exemple, se retrouve de façon structurelle dans le judaïsme. Que ce soit dans le judaïsme talmudique ou Ouais. dans la Torah, etc., etc. C'est vraiment inhérent. L'exorcisme, comme son nom l'indique là encore, il y a vraiment l'idée d'enlever tout ça, de dire stop au veau d'or Mhm. et de ne laisser que Dieu. Le problème, c'est que énormément de gens vont dans l'adorcisme parce qu'ils fuient un certain nombre de problèmes psycho-affectifs non conscientisés la plupart du temps, et que c'est une fuite en avant. Donc effectivement, quand on passe de l'un à l'autre, eh ben, la douche peut être froide parce qu'on se retrouve seul face à soi. Enfin, seul, on peut se faire accompagner, mais enfin, il y a des moments du process où on est seul face à soi. Et je me souviens, par exemple, de quelqu'un que j'avais accompagné il y a une dizaine d'années, où quand il s'était retrouvé face à lui-même comme ça, il m'avait dit c'est tout. Je fais bah oui, c'est pas Disneyland. Il avait idéalisé le truc. Bah, et puis il rêvait de trucs, de montées de Kundalini Ouais. qui te font péter la tête. Il rêvait de performance, il rêvait de se faire, je sais pas, emporter par des aliens pour aller sur Sirius. La spiritualité est quelque chose de très simple, Très sobre. infiniment simple. Il y a un fantasme autour de tout ça, même ce que je te disais avant l'interview, avec Jung et tout, l'ombre, il y a un truc presque de l'ordre bah, d'un univers, un Disneyland, quoi, un truc très enfantin, quoi, la façon dont c'est présenté, en tout cas sur Internet même, en général. Il y a un truc de ce ordre-là, quoi. Bah, il faut faire rêver, il faut vendre une belle histoire. On storytelle le truc pour le vendre. Et donc, une fois qu'il a été bien storytellé et que quelqu'un a acheté, bah, il a envie d'atteindre le résultat et de révéler, de vivre un truc intense, alors qu'en fait, bah non. Bah, le storytelling, il a une raison d'être qui est de pousser
elle nous crée du mouvement. Ça crée des émotions, mouvement. Ouais. Ça met l'individu en mouvement. Mais le storytelling s'adresse systématiquement à la partie enfantine de l'humain. On veut aller chercher l'enfant et on lui dit, ah voilà, tu seras plus ceci. Et en soi, il faut bien commencer quelque part. Bien sûr. Et comme l'enfant est à la base de 80% de la motivation d'un individu, très très bien. Pourquoi pas? La question, c'est combien de temps on va rester dans ce type de motivation puérile, si tu veux. Moi, je fais des arts de combat. Au départ, on pousse la porte d'une salle d'art de combat parce que ou alors parce qu'on veut voir qui est la plus grosse, ou alors parce qu'il y a la peur aussi, beaucoup. Enfin, derrière, il y a la peur d'en avoir une petite, pour reprendre ce que tu dis. Puis il y a aussi la peur de l'agression. Enfin bref, on est sur des motivations qui sont... tu tiens pas 20 ou 30 ans à pratiquer ça avec ces motivations-là. Donc à un moment donné... Il faut aller dans quelque chose de plus subtil. Voilà, il est question de grandir, et c'est la même chose pour la vie spirituelle. Ça mais... grandir. Ben oui, ça j'allais de grandir, oui, comme dit le même. Mais c'est ok d'avoir une part enfantine en soi. La question c'est où est le grand, où est le parent, où est l'adulte, où est-il? Où est le père? Voilà. Où est le père? D'où la religion du père. Pour essayer de reconnecter un truc, d'un côté, adorcisme, exorcisme, de l'autre côté, dissociation de soi et réunification, rassemblement, pour le dire, se rassembler à soi. J'ai l'impression que quand on cherche à devenir à l'idéal, quand on tombe dans le piège du dev perso et que du coup on idéalise une version parfaite de soi-même qui n'existe pas, bah on pourra jamais faire autre chose qu'adorer. Bien sûr, mais parce qu'en soi, c'est créer un veau d'or. Même si le veau d'or... En fait. Ah ben voilà, c'est un veau d'or qui a notre tête. Tu vois, un petit adoméos comme ça en or, en bronze, tu vois, un petit truc un peu super classe. Sauf que c'est vraiment ne pas s'être penché sur ce que l'on raconte. Parce que une meilleure version de soi-même, déjà soi-même, c'est déjà une contradiction. Ça présupposerait que le soi ne bouge pas, mais c'est un changement permanent, c'est quelque chose de dynamique. C'est vraiment une illusion. Mais c'est une illusion qui est entretenue par le psychisme pour lutter contre l'angoisse de mort et l'angoisse d'anéantissement. Ouais. Et l'idée d'une permanence du soi rassure sur le fait que c'est bon, on n'est pas en train de mourir, alors qu'on est en train de mourir. Lentement, certes, mais plus rapidement pour d'autres, mais enfin voilà. Cette angoisse, on va utiliser en fait la spiritualité comme doudou pour se protéger de son angoisse de mort. Sauf qu'une vraie vie spirituelle, ça demande de mourir un certain nombre de fois. Selon les paradigmes, on va dire 1 ou 2 fois minimum, voire 3 fois si on est dans une approche ternaire vraiment. C'est les grands baptêmes dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, baptême de l'eau, baptême du feu, baptême d'esprit. Mais c'est vraiment des petites morts et des petites morts résurrections. Donc là encore, c'est ok d'avoir besoin d'un doudou, c'est ok d'avoir un enfant qui a besoin d'un doudou, pas de problème. Mais on ne me vendra pas ça pour de la vie spirituelle. Voilà. Tu traduirais ça comment, les morts à soi? Enfin, tu mettrais quoi derrière les morts à soi? Comment tu pourrais le développer, ce truc-là? Je comprends pas la question. Mourir. Ouais, mais c'est-à-dire c'est un changement violent de tous tes paradigmes qui s'effondrent. Tu mettrais quoi derrière et comment tu le... Ah oui. Quel vécu tu mets, toi, par ton expérience, ou comment tu vois? En fait, l'immense majorité des gens ont une image de soi qui est totalement faussée. Mais c'est pas grave. Si vous voulez, c'est exactement comme tiens, voilà, on peut faire l'analogie avec le schéma moteur. Okay. La plupart de nous avons un schéma moteur qui est totalement indigent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de notre lymphe, nous ne sommes pas conscients de chaque fibre musculaire. On peut faire des exercices pour amener la conscience dedans, mais elle ne dure pas. La plupart du temps, on reste à un niveau d'économie cognitive. Ouais. Ce qui est largement suffisant pour faire ses courses, payer ses factures, se reproduire. Très bien, d'un point de vue biologique, c'est ok. On peut assurer les fonctions de base voilà. assez facile. Mais ça n'est pas ce que nous sommes tout de même. Et c'est la même idée, si tu veux, d'un point de vue spirituel, ou d'abord psychospirituel, enfin d'abord psychologique, puis psychospirituel, puis spirituel, où en fait ce sont des formes de dénuement où on dit « Ah, je m'étais pris pour ceci », alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, c'est le premier niveau, le B à bas, mais qui est déjà pas évident, c'est de se prendre pour son ego.
Mais qu'est-ce que ça veut dire de se prendre pour son ego? Déjà, il faut avoir fait le tour du propriétaire, voir qu'est-ce que ça veut dire ego, et puis avoir fait le tour du propriétaire dans les moindres recoins. C'est pas, ça prend du temps. C'est un apprentissage du vide qui prend du temps, paradoxalement. Il faut voir à quel point c'est vain, à quel point c'est inutile, à quel point c'est illusoire. Ça, c'est le premier niveau pour avoir sa ceinture noire, si tu veux. Tu vois, si j'ose dire. Et tu vois comment je parle? Je refais de la gamification. Tu vois, ce qui est un non-sens absolu. Mais bon, c'est les codes des réseaux sociaux. Voilà. Mais c'est les petits enfants aussi qui voudraient que ce soit comme ça. Et voilà, tu vois. Et puis, le simple fait que je te décrive les choses avec comme des étapes, tu vois, c'est encore l'illusion du contrôle, tu vois, derrière avec un truc. Donc, je veux bien jouer le jeu. Il n'y a pas de plan, ouais. Mais c'est pas sérieux. Ouais, ouais. Mais c'est essayer de conceptualiser le truc qui est de toute façon compliqué et qui ramène forcément un peu à ce truc-là aussi. Il y a plein de gens qui ont fait des modèles. Ce sont des modèles. Mais à un moment donné, comprendre un modèle, c'est pas s'éveiller. Puis tout le monde aura une expérience spirituelle différente. Je veux dire, le simple fait de dire je vais t'apprendre, enfin, je vais t'aider à vivre une expérience spirituelle. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas vivre en fait, puisque de toute façon c'est propre à chacun. Bah oui et non, justement. Dans plein de traditions, justement, tu as des maîtres qui se reconnaissent et qui triangulent l'état de présence de quelqu'un. C'est quelque chose qui peut se trianguler aussi, justement. Donc, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on n'est jamais sûr qu'autrui voit la couleur verte comme toi, tu vois la couleur verte. Évidemment, de ce point de vue-là. Mais ça, c'est quelque chose de conceptuel. Or, le monde spirituel, par définition, ne peut pas s'approcher qu'une épistémologie conceptuelle. Elle s'aborde avec autre chose. Donc, c'est triangulable. Il y a vraiment des états de présence, mais c'est pas évident parce que ça passe pas par du concept. Mais tout comme dans le théâtre, plusieurs acteurs expérimentés peuvent vous dire cette personne joue faux. Pourtant, tu vois, mais le mental ne va pas être satisfait. Parce qu'il va dire non, donne-moi quelque chose, tu peux pas dire ça. Bah si, on peut dire ça parce que justement plusieurs professionnels de haut niveau sont d'accord pour dire il y a quelque chose qui n'est pas aligné à cet endroit-là. Et si on se donne la peine de vider sa tasse, d'écouter, de se connecter à ce qu'ils veulent dire, d'aller voir, alors on va trouver un poteau rose. C'est juste un autre univers qui fonctionne sur d'autres règles, mais comme notre socioculture veut tout passer par la moulinette du mental, et voilà, on peut, c'est pas inintéressant de faire des approches mentales. Je veux dire, les gens qui travaillent sur des trans chamaniques comme ça, ils mettent des capteurs partout, ils regardent quand on rentre en trans chamanique et machin, et il y a les taux de noradrénaline qui montent, les taux d'adrénaline qui montent, les taux de cortisol qui montent, et puis l'endorphine aussi qui explose, et puis après, voilà, les taux s'effondrent. D'où l'addiction. Merci. C'est quand même évident. Mais c'est évident que c'est le même pattern. C'est juste un pattern vaguement amélioratif. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un symptôme généralisé de je n'arrive pas à me sentir quand je m'ennuie. Oui. Parce que j'ai eu une enfance traumatisante. Et donc, je vais chercher tout le temps des trucs qui me permettent de me sentir et de vivre des émotions, des sensations fortes. Et en fait, une fois que tu as goûté à ça, qui est les trucs les plus intenses qui existent, tu as envie de l'intégrer dans ta vie comme une habitude. Tu te racontes, je suis devenu spirituel parce que je vis des expériences de décorporation et autres assez régulièrement. En fait, j'ai juste atteint la fuite ultime, quoi. J'ai trouvé le truc ultime pour me fuir qui en plus va m'écarter toujours plus Du cœur. j'allais dire du droit chemin, mais ça veut dire la même chose pour Je moi. crois aussi. Ouais. Je crois aussi. Et c'est là où c'est extrêmement pernicieux. Après, il y a certaines structures psychiques qui peuvent être davantage portées à ce genre de fuite de soi, mais ça peut même, dans certains cas, devenir de véritables prisons, dont il peut être vraiment ardu de sortir. Certaines personnes peuvent tomber dedans et puis se remettre sur pied rapidement. Pour d'autres, ça peut être vraiment terrible. Vraiment terrible. Mon but, quand je dis ça, c'est absolument pas de donner de la peur. Ça, c'est très important. Mon but, c'est de donner de l'information. Mais malheureusement, quand je dis On parle pas à des enfants, là, on essaie de parler à des adultes. voilà, c'est ça. Et j'invite d'ailleurs à entendre ce que je dis, non pas avec leur enfant, waouh, ah bon, ah, il faut que je fasse ça. Non, mais de juste dire, ah, ok, il semblerait que à cet endroit-là, ça puisse être toxique. Oui, puis moi je dis souvent aux gens à qui j'en parle et à qui j'essaie de faire de la prévention là-dessus que souvent c'est des gens qui veulent aller chercher en eux des réponses. Qui savent qu'il y a des trucs auxquels ils n'ont pas accès et qui se disent quand je vais réussir à ouvrir telle ou telle porte, je vais pouvoir progresser ou aller mieux ou mieux me sentir, j'en sais rien. Et je leur dis en fait,
peut-être que ça va ouvrir des portes qui étaient prêtes à être ouvertes. Dans ce cas-là, tu vas en tirer profit d'une certaine façon. Mais peut-être aussi que ça va ouvrir des portes qui sont pas du tout prêtes à être ouvertes et qui sont fermées pour de très bonnes raisons. Et qu'en fait, tu penses faire un pas en avant, tu vas en faire deux en arrière. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça, hein. Ouais, bien sûr. J'ai connu quelqu'un qui, au bout d'un moment, voyait les affiches, les personnages dans les affiches du métro parisien qui sortaient et qui lui parlaient. Il est jamais redescendu. Ben, je sais pas trop où il en est aujourd'hui. Ouais. Mais enfin, à l'époque, ça remonte à il y a plus de 20 ans, hein. Mais c'est quelqu'un qui avait pris du peyote au Mexique, tu vois, puis du bon, hein, du naturel pris dans le désert, hein. Du vraiment très très bon, et qui effectivement avait ce terrain psychique prompt à la décompensation psychotique, et bah, oui, qui est resté perché, voilà. D'autant qu'un certain nombre de ces substances, pas toutes bien sûr, mais certaines, faites vos recherches là-dessus, peuvent modifier le fonctionnement du cerveau définitivement. Hmm. Donc, il y a des psychonautes, mais la question En c'est... fait, là, ça peut Ouais, provoquer une dissociation oui. pour toujours. Alors, je parle pas Bah, non, forcément non, de non, parce que dissociation. je change de modification, le fonctionnement de mon cerveau, bah, c'est toujours moi. Juste, je ne serai plus le même, quoi. Voilà. Après, je juge pas. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Ça, je ne sais pas. Et je l'identifie à moi-même, Oui, à un moi-même, à un soi oui, figé, oui. et que ça me modifie mon comportement, bah, je ne serai plus jamais moi-même. Ça peut provoquer encore plus de peur et de perte de repères. Là encore, moi je donne l'information. Après, les gens en font ce qu'ils veulent et je cherche pas à les terrifier, mais simplement ça, c'est quand même une information qui est suffisamment saillante et importante pour considérer que les gens mériteraient de l'avoir avant de faire leur choix, histoire que le choix soit éclairé. Moi, je me limite à ça. Après, ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas un père la morale, si tu Ouais, veux. non, Ça bien sûr. m'intéresse pas comme question. Moi, ça m'intéresse, mais j'essaie de ne pas l'être trop souvent. Est-ce que t'as repéré des patterns de profils à risque qui ont encore plus à perdre que les autres Bien à sûr. s'adonner à ce genre de pratique? Bien sûr. Il y a énormément de gens qui ne veulent pas se connaître. Ça les emmerde. Et c'est particulièrement... Non, non, mais c'est totalement légitime. Il n'y a pas d'obligation à se connaître dans la vie. On peut vivre, faire des enfants, mourir, sans jamais s'être rencontrés. Et si c'était vraiment problématique, ça aurait été sélectionné darwiniennement depuis longtemps. Donc, j'insiste là-dessus, je ne suis pas en train de porter un jugement moral ou éthique là-dessus, absolument pas. Néanmoins, puisqu'on parle de spiritualité, justement, c'est intéressant, il y a des gens qui tout en racontant qu'ils sont dans une recherche de connaissance de soi, vont dans des endroits où ils n'ont absolument aucune chance de se trouver. Ce qui est pas l'histoire. Qui est une espèce de pieux mensonge à soi-même, tu vois. Mhm. Et voilà. Et effectivement, dans ce genre de cas, le risque est grand, d'autant que cela peut, au niveau du personnage social, donner un certain pouvoir ou un certain aura. Parce que le discours peut plaire, la spiritualité a de ça de formidable qu'il est extrêmement ardu pour le néophyte de pouvoir tester ce que la personne dit. Donc, on prend pas de risques, on prend très très peu de risques, Hmm. euh, alors que les traditions spirituelles authentiques sont sans pitié. Hein, mais bon, ça c'est notre histoire. Et donc ça peut permettre, notamment puisque tu parles de l'essor de ces pratiques sur Instagram, Ouais. sur Internet, de se faire une communauté très très rapidement sur la base de pas grand-chose. Sauf qu'à un moment donné, la question c'est qu'est-ce que... Il faut voir les gens en fait. Quel impact ça a sur eux. Il faut pas écouter le mec, il faut voir les gens qui le suivent. C'est ça qu'il faut voir. Et là, alors, là encore, le poison de l'un est le remède de l'autre. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un ou deux parano ou un ou deux haters qui dira c'est pas bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qu'il faut, c'est regarder justement des gens qui ont un profil similaire au sien, de voir voilà, en fait, on voit l'arbre à ses fruits, disent les textes. Là encore, il y a plusieurs types de fruits. Tout ça, ce sont que des métaphores et que des allégories. Bien sûr. Oui, ben, c'est évident pour toi, mais pour des jeunes auditeurs, c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je le redis encore C'est mon côté intransigeant. pour pas qu'il se fasse avoir par l'aspect hypnotique du langage. Hein. Hmm. C'était Bergson qui disait que l'univers est une machine à créer des dieux. Il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est quel dieu souhaitez-vous? Et c'est là où il y a une vraie... Enfin, moi, c'est vraiment mon leitmotiv sur ma chaîne. J'ai fait vraiment une vidéo qui renvoie à une question de choisir son dieu. C'est qu'à un moment donné, on devient ce qu'on invoque quelque part, d'un point de vue spirituel. La plupart des gens ne sont même pas conscients d'invoquer des choses au niveau spirituel. Parce qu'ils ont une mauvaise définition de ce ce qu'est la spiritualité. Mais moi-même, ça m'a mis 3 décennies à avoir une idée à peu près claire.
parce que il suffit pas de lire, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Donc, et c'est normal que quelque chose de fin comme ça demande vraiment du temps. Et c'est ok. De toute façon, chacun avance petit à petit à son rythme et c'est ok. Là, je parle surtout sur les jeunes qui ont 20 ans, etc., et qui se rendent absolument pas compte que des actes qui semblent totalement anodins comme ça ont un impact spirituel et ont un impact émotionnel. Mais quand je parle de spiritualité, on pourrait croire que je parle de créatures comme ça. Non, non, je suis pas naïf à ce point, ni allumé. Je suis très très carré dans mon approche et extrêmement scientifique, même assez, oui, jusqu'à l'intolérance parfois. Moi, j'appelle ça de la rigueur. Mais c'est justement cette rigueur qui permet, au bout d'un certain temps de travail, d'aborder des choses spirituelles sans se perdre dans des trucs complètement barrés, justement, qui relèvent de l'adorcisme. Ouais. Et, Bien. et c'est du coup savoir depuis quel endroit on le fait aussi, cette démarche de Là, la depuis un recherche. besoin de fuir ou depuis un besoin de se connaître encore mieux, de s'aimer encore plus. Eh ben oui, mais qui dit ça? Genre, pardon, c'est pas pour machin, mais qui dit ça? Ça, ce que tu décris là, c'est ce qu'on appelle le mésotérisme, c'est-à-dire la phase justement entre l'exotérique, je paye mes factures, j'ai une jolie voiture et tout ce que vous voulez, ou des enfants, une famille, et l'ésotérisme. Et énormément de gens veulent passer directement de l'exotérique à l'ésotérique, mais ça marche pas. Il faut passer par cette étape de mésotérique qui consiste à aller regarder en soi, ce que j'ai tout à l'heure, à aller rencontrer son ombre, à aller rencontrer ses traumas non résolus et à voir est-ce que je fais ça depuis ce que j'appelle un plein de soi ou un vide de soi. Et à partir de là, commencer à avoir un petit peu de clarté. Mais c'est pour ça que aller s'exploser la Kundalini en 15 jours à Bombay dans un ashram, pourquoi pas si la personne a déjà fait le travail mésotérique en Occident, ce qui est rarement le cas. C'est ça. En fait, tu pourrais, tu pourrais dire, est-ce que avant d'aller explorer ce qu'il y a là-haut, est-ce que tu es suffisamment ancré en fait? Parce que sinon, tu vas finir en hôpital psychiatrique. Oui, c'est une autre Ça manière va de le mal dire. se passer. Voilà. C'est ça. Mais c'est pour ça que sur ma chaîne, moi, je parle du méso et du méso, Ouais. et je parle quasiment, je crois qu'il y a une vidéo sur 200 où je parle d'ésotérisme. Une sur 200, et a priori, ça va parce que de toute façon, c'est inadapté à un format YouTube. Parce que je risque de, Le langage ne suffit plus. le langage ne suffit plus et les chances que j'ai un impact délétère sur le public est beaucoup plus élevé que qu'autre chose. Donc, je m'abstiens par déontologie. C'est un peu comme si tu sortais un nouveau produit apparenté à un vaccin et que les chances de le nuire étaient beaucoup plus élevées que les chances de faire du bien et que tu avais de la conscience et que tu t'abstenais de le commercialiser, par exemple. Ouais, C'est un peu ça. exactement. Ouais, ouais. Dit purement au hasard. Enfin bon. Parce que du coup, ça veut dire que si je te demandais de décrire l'ésotérique Ouais. avec des mots, Non, c'est de la merde. tu passerais ton tour. Bah, bien sûr. Ok, très bien. Bien sûr. Faut le vivre. De toute façon, en fait, je pense que c'est pas pour rien qu'on a, dans l'inconscient collectif, un petit peu associé le terme ésotérique au spirituel. C'est qu'en fait, l'ésotérique relève de l'expérience de la vie, de l'expérience du monde, et c'est un truc que tu vas découvrir toi-même, et personne ne va te l'apprendre, personne ne va te l'expliquer. Mais même pas en plus. Même pas. Parce que c'est au-delà de soi-même. Justement, il n'y a plus de moi-même. Justement. Et c'est là où quand on en est à l'étape exotérique, on veut capter l'ésotérique pour soi. Ouais. Tu vois? Alors que ça, n'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse. Tu sais, les soufis, ils parlent de l'homme renversé. C'est littéralement l'inverse. C'est une dédication totale. Mais avant de se donner, c'est christique, tu sais, il y avait à un moment donné quelqu'un qui disait, moi aussi je peux être Christ comme ça, et le Christ il dit bah ok, prends ta croix et suis-moi. Tu vois, mais l'important c'est prends ta croix, porte-la, tu vois, il faut un coup. Voilà, ça demande de le faire sans sacrifice. Parce que s'il s'agit de se foutre en l'air pour atteindre l'ésotérisme, ben ça existe, mais c'est ce qu'on appelle les mages noirs, etc. Et c'est la recherche de raccourcis, plus rapide, plus facile, plus séduisant. Sauf que ça ne marche pas, justement. Ça ne marche littéralement pas. Et ce sacrifice humain ne peut pas permettre à quelque chose qui respire, si tu veux. C'est dans la tradition, on dit, il y a les deux mains de Dieu, c'est le pneuma et le logos. C'est pour ça que j'insiste autant sur ces deux choses-là, justement. Je disais tout à l'heure, je suis extrêmement rigoureux au niveau du logos, et le pneuma, ça se fait les yeux dans les yeux, parce que c'est pas par une vidéo qu'on va se mettre à restaurer le pneuma de quelqu'un. Mais t'appelles le pneuma, c'est le pneuma, c'est quelque chose qui est au niveau du souffle, et qui respire. pneumatique. Oui,
En fait, ça renvoie à des vieilles croyances d'autrefois où certains ordres chrétiens, d'ailleurs ça a été considéré comme hérétique ensuite, les valentiniens divisaient comme ça l'être humain il y avait les iliques, les psychiques et les Et le pneumatiques. tempérament. Oui, c'était des ancêtres de tempérament. Et donc les iliques, c'était vraiment les gars qui étaient que dans la matière et dans l'exotérique Ouais. et qui, bah voilà, ils vont au champ, ils changent ils nettoient les étables, ils s'occupent des vaches et tout. Donc il y avait les psychiques qui pouvaient justement arriver au mésotérisme et qui avaient conscience d'une richesse intérieure, d'une forme d'introspection, tu vois, presque littéraire, tu vois, ou philosophique, ou etc. Et les pneumatiques étaient les seuls à pouvoir sentir le pneuma et qui leur ouvrait la porte justement vers l'ésotérique. Alors ça a été considéré comme hérétique par Ça m'inspire pas mal quand même, parce que le pneuma, la respiration, le stress, le système nerveux, Non, mais calme, je dis pas que le pneuma ne peut pas ne peut pas être conservé. Je dis juste que c'est cette stratification. Je dis pas que Le danger principal de ça, c'est de se mettre à hiérarchiser la valeur des êtres humains. C'est pour ça que ça a été considéré comme hérétique. C'est qu'à un moment donné, tu vois, tu fais des castes et après, à la fin, tu finis dans une dystopie avec les alphas, les bêtas, les machins, et on peut prendre les organes de ceux qui sont pas bons. Bref, tu comprends l'idée. C'est pour ça que ça va contre un message d'amour et de dédication. C'est dans ce sens-là. Mais pour autant, la tradition a conservé ce que je te dis sur les deux mains de Dieu, justement, le logos et le pneuma, ça reste valable. Et n'importe qui a pu expérimenter pour concrètement voir ce que c'est que le pneuma, ce moment où vous êtes avec quelqu'un que vous aimez profondément, vous vous disputez, et à un moment donné, il y a un truc, ça y est, il y a un switch qui fait, et ça repasse. Et il y a un truc qui fait, oh, tu vois, cette libération dans la poitrine où Ouais. l'amour recircule. tu sors du mode défensif et tu Exact. reviens en... CF théorie polyvagale, Ah oui. etc. Et t'es de nouveau dans une optique de créer du lien. Voilà. Pas d'être sur la défensive et de te protéger. Voilà. Et donc justement, l'étape justement sur la transition entre le mésotérisme et l'ésotérisme, on est dans une dédication totale, on se donne. Donc tant qu'on veut capter pour soi l'ésotérisme, c'est impossible. J'avais fait comme ça une vidéo qui s'appelait Les pillards de la tradition et pourquoi ils ne peuvent qu'échouer. Ouais. Et où je disais, en substance, je disais ça. C'est les pillards, ils veulent piller la tradition, tu vois, donc, mais ils veulent faire ce geste. Tu sais, c'est une blague que j'aime beaucoup. Tu sais pourquoi les juifs sont mauvais en natation? Parce qu'ils nagent comme ça. Faut bien que je te fasse strike la vidéo. Ah oui. Non, mais, c'est une blague. Mais n'empêche que tu vois, ce double élan tu vois, est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Ouais. Ça change tout. Sauf que, par définition, si je fais une métaphore qui reste dans le champ psychologique, c'est avant de pouvoir dire à ton petit-fils, tu veux la grosse part de gâteau au chocolat? Prends-la. Mais il faut déjà avoir reçu, il faut déjà s'être occupé de soi suffisamment. Bah, c'est à peu près la même idée, mais un niveau encore plus vaste qui subsume la psychologie, si tu veux. Et tu as dit que l'obsession de notre époque, c'est de vouloir prendre l'ésotérique pour soi. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens qui font ça ne le prennent pas pour eux, ils le prennent pour leur soi idéalisé. Ils le prennent depuis une dissociation d'eux-mêmes. Donc en fait, ils le prennent et même quand ils ont l'impression d'avoir réussi à le prendre, en fait, ils l'ont pas vraiment puisqu'ils sont toujours pas unifiés, ils sont toujours pas présents, ils sont toujours pas Mais parce que là avec eux-mêmes. comme tu crées un avatar de toi-même qui n'est pas actuellement, tu crées un faux self, ben tu vas donner au faux self un accès théorique qui n'est que théorique, qui n'existe que dans le monde du spéculatif. Et t'as des gars qui vont se mettre à vendre ça. Et en fait, ils vont tromper autrui, mais quelque part, ils vont le faire de bonne foi. Ils Puisque ont pas eux-mêmes, l'impression de tromper puisqu'ils savent pas que eux-mêmes n'y ont toujours pas accès. c'est ça. Et c'est là où c'est important de poser de la clarté. Oui, et c'est là aussi que tu te rends compte que la plupart des gens qui ont l'air mal intentionnés ne le sont même pas, ils pensent faire le bien. C'est juste que ils se fourvoient complètement. Oui, mais tu sais, moi, je crois pas trop au mal dans le monde. C'est pas chercher du complot là où la bêtise ou l'ignorance suffisent. Voilà, rasoir de hallon, tout ça. Rasoir de hallon. Donc, non, bah, j'avais fait une vidéo au-delà du bien et du mal. Hein. Non, c'est de l'ignorance. Le mal, c'est de l'ignorance ou de l'inconscience. Mais bah, raison de plus, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour essayer de donner un peu d'informations aux jeunes générations. Et Évidemment. il y a un autre point qui me semble important d'aborder justement pour d'avoir un indicateur pour séparer adorcisme et exorcisme, c'est le sacrifice.
C'est pardon, j'ai pas encore parlé de René Girard. Ouais, Je vas-y, hein. dois parler de René Girard. Non, plus sérieusement, dans les approches qui relèvent vraiment de l'exorcisme, il n'y a jamais de sacrifice. Jamais. Pas un peu, pas plus tard, pas de sacrifice du tout. Et qu'est-ce qu'on sacrifie quand on se vautre dans l'adventisme? Qu'est-ce qu'on peut potentiellement sacrifier? Alors ça peut prendre énormément de configurations variables. Mais on peut sacrifier, par exemple, liste non exhaustive, hein, suggestion, présentation. Mais on peut sacrifier sa relation à soi. C'est-à-dire que si je me prends pour l'avatar, je suis pas en train de me vivre vraiment. Et notamment, on peut avoir des profils un peu psychotiques, paranoïaques, qui peuvent avoir une espèce d'inflation du moi. CF, ma vidéo sur la paranoïa, et où ils peuvent vraiment complètement se prendre pour le personnage du gourou Ouais. et sacrifier leur part vulnérable, sacrifier la part qui est exactement comme tout le monde. C'est-à-dire que, mais ça, il y a que eux qui peuvent le savoir. C'est quasiment impossible à repérer de l'extérieur. Bon, un bon clinicien pourra le repérer, mais je parle pour le grand public, je veux dire. Hein. Mais par contre, s'il y a des gens qui animent des stages comme ça, qui nous écoutent, ils peuvent se poser la question de est-ce que quand j'anime un truc, parce que incarner un personnage aux yeux des autres pour une dynamique sociale, c'est le principe des dynamiques sociales. Bon, ok. Mais est-ce qu'on est dupe? Et surtout, est-ce qu'on est en contact avec le petit enfant, mais vraiment le petit qui fait c'est à l'intérieur. Est-ce qu'il est toujours là, présent? Ou est-ce que je me prends vraiment pour un demi-dieu ou pour quelqu'un de plus avancé ou un initié tétan du 3e cercle de cristal, de Sirius, de machin, je sais pas quoi. Ça, c'est quand même un signe. Voilà. Mais par contre, il y a énormément de gens, j'ai vu, qui peuvent souhaiter obtenir du guide que le guide fasse amende honorable et montre qu'il est exactement comme les autres aussi. Ça, c'est encore une autre forme il y a rien à exiger de quelqu'un qui anime un séminaire, tu vois. T'arrives, t'exiges, tu vois. Ouais, c'est déjà un postulat. Tu vois, c'est vraiment, mais on est toujours sur le fil, sur ces questions-là, toujours sur le fil. Mais Donc, toi, vas-y. ça serait un truc où presque tu fais disparaître l'humain en toi. Tu te prends pour Dieu et tu fais disparaître l'humain. Et ça serait Exactement. un bon indicateur, ça. Il y a plus réellement d'humain, il y a plus la faiblesse, il y a plus l'ombre, en Il n'y fait. a plus la joie, il n'y a plus la tristesse. Exactement. Il n'y a que ce qui doit être mis en avant pour convaincre un maximum de gens. Mais après, moi, j'ai déjà eu des jeunes gens qui exigeaient de moi de voir mon petit. Tu vois? Parce qu'il est... C'est pas, non, mais toi, tu me connais bien, etc. Là, on est en vacances, tu l'as vu, mon petit, va très bien, mon petit. Mais, pardon. Mais moi, j'ai croisé des gens qui voulaient voir mon petit comme si, parce que ça, ils avaient compris tout ce qu'on disait, mais c'était comme pour eux une espèce de garantie. Ouais. Tu vois? Ça dit beaucoup d'eux, hein. Et c'est ça. Et c'est là où justement c'est sur le fil. C'est-à-dire que moi je n'ai pas à me justifier, tu vois. C'est à eux de choisir qui ils vont choisir pour se faire accompagner, tu vois. Mais c'était une manière d'essayer d'obtenir quelques grammes de sécurité dans un monde qui n'en a pas. Et donc c'est très, c'est sur le fil. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent chez des gens qui ont perdu toute confiance, toute foi en les adultes? Bien sûr, très souvent, c'est des gens qui sont marqués par la tromperie, par le fait d'avoir des parents qui les ont abandonnés, maltraités, qui leur ont menti, etc. Évidemment, et c'est bien normal que ça affecte ensuite leur difficulté à pouvoir faire confiance. Mais ça relève de la psychothérapie. Ça relève pas de la spiritualité. Et c'est là où le mélange des genres est pas terrible. Et où c'est pour ça que quand ils attendaient ça de moi, parce qu'on pourrait dire, tu pourrais juste leur donner, je pourrais peut-être, très certainement, mais je n'en avais pas envie et je ne sentais pas ça comme juste, et je préférais ne pas le faire, ce qui fait que justement, après ils ont fait, machin, espèce de salopard, etc. Alors qu'en fait, ils ont besoin d'aller voir un psy, ils ont besoin d'aller tuer le père d'abord, et c'est quand ils sont au clair sur des notions qui relèvent du transfert, et justement tout ça relève du mésotérisme, justement, de faire sa psychothérapie, de faire sa psychanalyse, même je dirais plutôt, parce que plus ça va, plus je suis critique avec la psychothérapie justement, mais bon, CF, la vidéo que j'ai fait qui disait psychologie moderne universitaire oublierait-elle quelque chose, c'est valable aussi pour la psychothérapie. Là où je trouve une bonne psychanalyse ne fait pas cette erreur-là, mais là encore faut-il trouver un bon psychanalyste, là encore, c'est pas les chapelles qui comptent, c'est les individus, donc, et puis il y a des psychothérapeutes qui font un boulot formidable, donc. Ouais, donc finalement, de donner ça à quelqu'un qui l'exigerait, ce serait pas le grand service.
mieux vaut être dans la rétention, tu lui donnes plus en retenant qu'en donnant. Exactement, mais c'est ingrat. C'est tout comme quand t'es un parent et que ton gamin il te dit je veux un scooter et que tu lui dis non, tu vas travailler, etc. Et je vais te trouver un travail chez un ami pour que tu apprennes la valeur de l'argent. Il fait ah mon père il est trop nul. Eh ben écoute c'est le Ton jeu. père, il a joué son rôle et finalement tu le remercieras plus tard. Exact ou pas ou jamais. Et c'est là où ça relève une forme de dédication. C'est très différent ce qu'il faut faire. Il y a ce que les gens demandent et il y a ce dont ils ont besoin. Ah Ça oui. n'est pas la même chose. Ça, c'est un grand sujet, ça. C'est vrai que on pourrait faire une vidéo complète là-dessus. hein. Et d'ailleurs, c'est super compliqué de pas tomber dans une forme d'autoritarisme avec ce truc-là. Parce que si moi je sais ce qu'il faut faire, directement, Enfin, peux moi, je t'amener, me vautre là-dedans. ouais, mais c'est super compliqué la personne a besoin d'un truc, en même temps, est-ce que c'est pas moi qui projette quelque chose sur lui et qui veut l'amener là où j'ai envie de l'amener? Et Enfin, c'est pour ça qu'il faut être au clair d'abord sur des questions de mésotérique. Il faut voir d'où ça part en moi, et ça demande d'être au clair déjà, de faire un petit peu de ménage avec ses propres parents, avec ses propres représentations de ce que c'est que d'encadrer, que d'accompagner, d'être à peu près au clair sur le fait qu'on y arrivera très médiocrement, voire qu'on n'y arrivera pas, etc., etc. Moi, c'était Michael Riabko qui m'avait dit cette phrase la première fois. J'avais mis des années c'était en 2010, il a dû me dire ça. Et c'est vrai que c'était assez, parce que je le voyais qui frappait des gens, les mecs ils étaient allongés, genre machin, etc. Et je lui disais mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc. Il disait oui, je lui donne ce dont il a besoin. Et il me disait genre, tu sais, moi ça me fait pas plaisir de me frapper. Et avec les années, j'ai compris. C'est vrai que parfois, il faut tenir une position qui est où on sait que la personne va nous détester ou va nous tout ce que tu veux, mais c'est Ah ça ouais, que la situation exige. c'est depuis que je suis au clair avec moi-même, comme tu l'as dit, depuis que j'ai fait une bonne partie du travail au niveau méso, et ben, je me sens beaucoup plus légitime à être détesté pour ce que je dis. Mais bien sûr. Et même, je m'en réjouis, parce que ça veut dire que j'ai fait bouger quelque chose et que peut-être j'ai planté une graine. Alors qu'avant, j'évitais ça, quoi. On peut sacrifier sa relation à soi-même, on peut sacrifier sa relation à l'autre aussi, j'imagine. Oui, on peut tout à fait sacrifier sa relation à l'autre en étant, bah ça, c'est des gens qui partent en ermite. Ah, Tu sais, c'est l'archétype de l'ermite, très fréquent en Orient. Enfin, il y a eu des ermites en Occident, en Afrique du Nord, chez le père du désert, les mecs qui s'enferment dans leur casbah aussi. Mais je dis pas que s'enfermer, c'est forcément qu'on est depuis un vide de soi. Mais là encore, ça dépend qui le fait et quoi. Il y a des tempéraments, il y a des gens qui sont justement naturellement très extravertis, voire qui ne peuvent pas vivre sans les autres. Ils vont sacrifier. Non, au contraire, qui vont avoir besoin, à un moment donné, Ah oui. d'un jeune relationnel pour affronter ceux qui ne veulent pas voir, puisqu'ils sont tout le temps enfermés. Tu vois? Et à l'inverse, pour d'autres, être dans une thébaïde au fin fond du désert, ce sera presque une manière de se vautrer dans son ego. Donc là encore, il n'y a pas de règle absolue, il y a une connaissance personnalisée. Et c'est pour ça que dans certaines traditions, ils disent bien, l'enseignement, c'est une personne, un lieu, un moment. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais dépasser l'exotérique sur YouTube. Parce que par définition, c'est une personne ou deux qui s'adresse à N. Et de même pour la science. Oui, de toute façon, la science n'a pas vocation à dépasser l'exotérique. Enfin, j'en parle sur ma chaîne, il y a ce qu'on appelle dans la tradition la science objective. Mais là encore, il faut déjà être passé par le mésotérisme pour après, je sais pas, Donc, bon. Ouais, ce qui est marrant, c'est que dans la socioculture et tout ça, il y a un ego. C'est-à-dire, il y a presque il y a les bonnes choses pour la socioculture et les mauvaises choses. Et par rapport à ça, on construit ce qu'est un ego. Du coup, on dit cette chose est bonne, cette chose est mauvaise, alors que c'est la relation qu'on a à cette chose qui détermine si on est dans une pente, enfin qu'on se vote dans notre ego, ou si on est bien avec nous, quoi. Clairement, le remède de l'un et le poison de l'autre est réciproquement. Passer un certain niveau de complexité, de l'ordre du médiocre, de 7-8 sur 20, les choses doivent absolument s'individualiser. Mais là encore, les formats short, les formats YouTube, on délivre un message au tromblon. Donc on est sûr et certain qu'on va faire du mal à une partie de l'audience. Il faut être très clair avec ça. Donc vraiment, si ce qu'on dit, vous sentez que ça vous fait pas du bien du tout, ben vous laissez. De toute façon, le truc, c'est ça ou se taire à jamais. Tu vois, et si on se tait à jamais, l'enseignement meurt.
Donc, à part constater notre castration et le fait que on n'est pas tout puissant du tout, et humblement annoncer aux spectateurs que ce que nous disons ou ce que nous proposons est limité, terriblement limité, et que s'ils cherchent l'absolu, et justement, il va falloir qu'ils aillent vers des vendeurs de rêves et d'absolu. Il y en a à l'appel. Et il y en a à la peine. Parce que la castration, c'est moins vendeur, c'est sûr. C'est sûr. Mais je ne connais pas d'autre voie pour une spiritualité authentique que justement de voir les limites de notre toute-puissance, de voir à quel point on ne peut pas. Parce que c'est que parce que nous reconnaissons notre vide intérieur, notre absence, notre incapacité, bref, tout ce champ lexical-là, que ça va laisser la place pour autre chose. Tant qu'on est plein de soi, au sens cette fois-ci un peu péjoratif de l'expression, il y a de la place pour rien. C'est pas possible. Ouais, plein d'orgueil, plein de suffisance, plein de certitude. Et même sans parler de choses aussi extrêmes, le simple fait de croire que ça vient de soi, à un moment, ça va bloquer. Il y a un moment, c'est correct. C'est, j'ai vu tel maître, incroyable, je veux devenir comme lui. Tu vois, le petit enfant, il est en pleine identification, il fait, waouh, oui, il est plein de lui, ok, mais il débute. Ouais. Donc c'est correct. Tout est correct. La question, c'est, au bout d'un moment, il a un mur de planque qu'on peut pas dépasser avec ça. Bon. Et c'est là où ça va demander déjà de mourir à ses motivations infantiles, si vous voulez. C'est au bout d'un moment, au départ, on veut l'enseignement pour soi. Au bout d'un moment, c'est l'enseignement qui nous veut nous, pour lui. C'est un renversement complet de perspective, déjà, par exemple. On ne vit plus, on y vécu. Je sais qu'elle t'a bien plu, celle-là, hein. Elle m'a bien plu, celle-là. Je la retrouve. J'ai envie de synthétiser tout ça en disant que, en m'adressant à vous qui regardez, si c'est des trucs qui vous attirent, en fait, la seule vertu dont vous avez besoin, je crois, c'est la patience. Hein. Se bouger les miches et aller voir les gens dans le réel, c'est pas mal. Tu sais, pour sortir du virtuel. Moi, un des meilleurs conseils que m'avait donné mon vieux maître, c'était juge pas sur un livre, une vidéo, tu vois. Et il disait, va voir. Ouais. Et il disait, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est ou alors le gars, il est super, et t'as bien fait. Ou alors le gars il est vraiment toxique et t'as vu ce qu'il faut pas faire et c'est bien aussi. Ouais. Donc quelque part tu regrettes jamais de t'être bougé les miches parce que ça te construit une expérience et une densité de l'être. Le piège surtout dans le monde moderne, parce qu'effectivement lui disait ça à l'époque, il n'y avait pas internet, mais a fortiori dans le monde moderne, c'est de rester dans une position d'observateur et de consommateur complètement passif. À consommer ça comme on regarde des séries Netflix, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, tu vas rester en surface. C'est un risque en tout cas. Et depuis le même espace de consommation de séries Netflix, il y a des chances que ça soit un bon doudou, quoi. Et là encore, c'est ok, c'est vraiment ok d'avoir à l'intérieur de soi un enfant qui a besoin d'un doudou, si à un moment donné, il n'y a pas eu la chance d'avoir des parents suffisamment aimants, suffisamment bons. Très bien. Et c'est même ok de prendre la spiritualité comme doudou s'il y a besoin. Mais juste simplement, j'ai besoin d'un doudou, je prends un doudou. Très bien. C'est le voir. C'est juste déjà le voir. Mais j'ai même envie de dire, c'est aussi ok de pas le voir, tu vois. Oui. Si on le voit pas, c'est qu'on a une bonne raison de pas le voir. Donc, de toute façon, moi, je suis pas là pour condamner ou pour, tu vois, ça m'intéresse juste Et pas. de toute façon, on décide pas si on le voit ou pas. Il est bien, ce petit. Bien sûr qu'on décide pas. C'est déjà, voir, c'est déjà une grâce, quelque part. Ouais. Déjà, si tu vois, Et moi, c'était ce que, je sais pas trop si ça, ce que je me disais sous l'angle des rencontres. Tu décides pas les personnes que tu rencontres et c'est ça qui va le plus t'impacter dans ta vie. Et juste à ce niveau-là, tu te dis l'aléatoire du monde de ce que tu peux recevoir. Enfin, c'est pas toi qui choisis de recevoir. Mais tu Mais à ce vois, moment-là- par exemple, typiquement, c'est intéressant ça, parce que le fait de dire c'est pas nous qui décidons, ça va être merveilleux pour toute une large partie de l'audience qui se dit ouais mais parce que c'est moi qui, tu vois, et on va équilibrer quelque chose en disant c'est pas moi, on va remettre un peu de lâcher prise et on va on va laisser une place pour une forme de providence quelque part. Mais il y a aussi des gens qui vont se dire ah mais moi tu vois je suis dans le lâcher prise, je suis dans la main de Dieu et, tu vois et le moment où il va falloir qu'ils se bougent les miches, ils vont pas le faire. Ouais.
Donc on en revient à le poison de l'un et le remède de l'autre. C'est important. C'est clair. C'est valable pour ça, c'est valable pour mettre du contrôle, mettre de la rigidité dans ses journées. Et c'est pour ça que donner des conseils. Mais tu vois, tu parles de ton pathos, tu parles du Ouais. sien, je parle du mien, tu vois, y a pas, on en est tous là, on en est réduit à témoigner humblement de la chose. Mais c'est là où c'est un piège de vouloir fixer l'enseignement, Ouais. tu vois, dans une règle et dans un il faut débile. Mm. Ça ne marche pas. La règle, parce que la règle, c'est le monde du père. Tu sais, l'index de l'autorité levé, tu dois, il faut, nana, tu vois, comment il disait l'autre, c'est rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de, tu vois, etc. Bon. Rien à foutre de ta dépression. Tu vois, ça, c'est de l'énergie masculine, c'est de l'énergie papa, etc. Oui, mais s'il y a de l'énergie papa, mais qu'il n'y a pas la maman en amont, normalement, elle est avant, l'énergie maman, pour écouter et donner à l'enfant intérieur, hein, du sur-mesure, ben, on est sûr qu'on va faire des antitélies, on Ouais. est sûr qu'on va faire de la merde. Ouais. Voilà. C'est comme... Il faut suffisamment de maman pour accueillir le papa, c'est ce que tu disais. Exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui fait que c'est personnalisé, justement. Or, aujourd'hui, la société capitaliste qui essaie de standardiser les propositions, parce que si on arrive à programmer les gens génétiquement, à les sélectionner génétiquement et à faire une race d'esclaves, Alors ça pourra fonctionner. alors là, ça pourrait fonctionner éventuellement. Oui, Mais- enfin, c'est vraiment se prendre pour Dieu, ça ne marchera. Ça, on est d'accord que c'est se prendre pour Dieu. Mais en tout cas, c'est le projet actuel, tu vois, si tu veux, de certaines élites de faire ça. Mais c'est une société sans maman. C'est une société, tu vois, Ouais. bah, mais sans maman, tout comme on regarde des élevages en batterie, on se doute bien que normalement, une bonne maman porc, ça va s'occuper un petit peu mieux du porcelet que l'éleveur, quoi. C'est comme si on voulait supprimer ça parce que c'est trop coûteux, puis ça demande trop de réflexion. Mais parce que l'amour est une ressource rare. Dans la tradition, ils disent qu'un maître, ça peut former environ, à la louche, hein, mais une dizaine il dit un maître a assez d'or pour une dizaine de coupes, pour mettre de l'or sur une dizaine de calices. Hein. Le calice, hein, symboliquement, c'est l'émotion, le Ouais. cœur. Hein. Les cartes à jouer, le tarot, c'est les coupes qui sont devenues le cœur. Au niveau de la symbolique. Bon, tu vois, Jésus, il avait 13 apôtres, tu vois, c'est pas 10-10, tu vois, peut-être si le maître il n'a pas une énorme vitalité parce qu'il prend pas tes compléments alimentaires, etc. Et ben il pourra en faire que 6. Tu sais que j'ai failli dire il y a 5 minutes, Mm. s'il y a bien un truc qui est relativement universel, et je me suis retenu parce qu'après j'ai réalisé que non, Mm. c'est de chercher à avoir plus de vitalité. Mais en fait, certains en ont déjà bien trop. Bien sûr. Et tellement trop qu'ils sont incapables de se poser pour passer de l'exo au méso déjà. Mais oui. Donc en fait, Et c'est là où c'est intéressant parce que tu vois des gars comme ça, ils se cassent une jambe, ils ça peuvent. leur fait du bien. Ben, tu vois, tu peux toujours. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Je l'ai vécu comme ça quand je me suis blessé il y a 4 ans. Bah, je suis descendu en pression, je me suis posé pendant 3 mois, c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Parce que je partais en roue libre. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure sur tout ça? Euh, un conseil pour les jeunes générations. Le mec a rien compris. Non, non, justement, j'ai pas de conseils à donner, je suis pas là pour ça. Moi, je donne de l'information. Dans mes vidéos et dans mon approche, je donne de l'information. Ils sont parce que oui. Voilà, c'est à chacun, par rapport à ce qu'il sent de vivant en lui, d'ensuite organiser cette information. Comme avec des briques de Lego, tu peux faire plein de choses différentes. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de construire la vie qu'il souhaite, etc. avec ces choses. Moi, je me contente de donner de l'information parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des briques de Lego qui étaient de qualité très moyenne, voire Ouais. qui se Ouais. friaient, tu vois, qui étaient friables. Ne construisez pas vos fondations avec ça, sinon tout va s'effondrer. Voilà. Et qu'il y a quand même quelques. Voilà, mais c'est tout. La vie n'a pas besoin de conseils de vieux pédants. Mhm. Elle va très bien toute seule. Voilà. Et par contre, de l'information, oui. Parce qu'on est comme disait Korzybski, on est une espèce qui se transmet de l'information de génération en génération. Ça, c'est très important. Mais il y a énormément de gens qui, quand ils transmettent de l'information, ils transmettent de la peur avec. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit attention, je ne transmets pas de la peur. Il faut transmettre de l'information, tu vois. Et voilà. Et en fait, le simple fait qu'on transmette de la peur en même temps que de l'information, c'est un des indicateurs que c'est trop tôt pour nous de transmettre. Tu vois? Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont, comme ils ont peur tout le temps, tout court, même quand tu leur parles pas, quand tu leur transmets de l'information, ils vont surimposer leur peur à l'information que tu leur donnes. Tu vois? Et après, ils vont dire, ah, tu sais, tu peux penser. Il y a des gens qui sont incapables de transmettre de manière pure, il y a des gens qui sont incapables Voilà. de recevoir de manière pure. Voilà, c'est pour ça que dans la tradition, on dit d'abord, il faut la première étape, c'est de devenir disciple déjà.
Bah, c'est ce que tu entends par vider sa tasse. Oui, mais c'est déjà balèze de devenir disciple. C'est déjà très balèze. C'est déjà très haut niveau de devenir disciple. Ça demande déjà de créer un vide en soi pour permettre de recevoir un enseignement traditionnel. C'est déjà, c'est très balèze. C'est déjà dans le méso, là. On est déjà, oui, on est déjà sur la transition exo-méso, justement. C'est ce qui va rendre le méso faisable. Chez la plupart des gens, il faut être mis à genoux par la vie pour que ça crée cet espace. Tu vois, tout genou fléchira, oui, c'est une de mes grandes. Enfin, C'est déjà ça. oh, je sais même plus où j'ai trouvé. Enfin, c'est dans les textes traditionnels, hein. Mais je crois que c'est dans un des pères de l'Église. Mais si vous savez, dites-nous en commentaire. Hein, devenir disciple, c'est déjà très important. Et dans certaines traditions, il commence par déjà devenir apprenti disciple. Tu vois, c'est-à-dire que le disciple, c'est déjà vraiment balèze. Le disciple, c'est celui chez qui on a décelé le potentiel pour devenir un jour un maître. Tu vois, ce qui demande déjà une énorme sélection, en fait. Ouais. Et c'est pas honteux de pas réussir à être disciple. Il y a pas de, parce que, ailleurs. mais voilà, c'est parce que quand on dit ça, les cerveaux non entraînés, ils disent ah ouais, je veux trop devenir disciple et ils se font une image de soi-même, etc. C'est pas comme ça que ça marche, mais c'est là où vous voyez comment le cerveau limbique il récupère, tu vois, tous les trucs pour se créer des. Oui, parce que ça peut être, je veux devenir disciple, enfin, on va accorder de l'importance. Voilà, enfin on va m'aimer, enfin on va me reconnaître, enfin je vais pouvoir être vu, enfin je vais pouvoir prendre une revanche sur la vie. Et tant que c'est fait depuis cet espace, c'est mort. Et puis, il y a une bonne partie de la socioculture qui est basée là-dessus, avec tous les films, les séries, Bien sûr. Star Wars, Voilà, oh, évidemment. euh, Mais c'est toujours Il y a le romancé. fantasme depuis qu'on est petit, donc à partir du moment où tu trouves, ah, j'ai trouvé une pépite, ça y est, je vais pouvoir aller là-dedans, quoi, trouver un truc qui ressemble à ça. Toujours romancé. Ouais. Parce qu'il faut créer des émotions pour que le public y sorte et qu'il se soit passé quelque chose. Or, la tradition authentique, c'est l'exact inverse. C'est d'aller à l'endroit où il se passe rien. C'est là où tu vois, t'as la tradition puis t'as Hollywood, tu vois. C'est littéralement toujours l'inverse. Tu vois, dans les arts de combat, je me permets, dans les arts de combat, tu vois Karate Kid, le gars il fait ah machin. Mais en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est t'en chies ta race. À la fin, t'accumules 2-3 blessures d'ailleurs qui vont machin pour au final pas t'en servir. Tu vois, On en revient sur l'ingratitude. Oui. Aujourd'hui, l'ingratitude, on a voulu la sortir complètement, alors qu'en fait, elle fait partie intégrante de toute expérience de la vie. Hein. Tout à fait. Et elle est même, oui, elle fait partie de la démarche transférentielle. Il y a forcément un moment donné où ça arrive. Le tout étant d'avoir la maturité pour le reconnaître quand ça arrive. Et ça, c'est vrai que c'est. Oui, pour prendre ce qu'il y a de bon à prendre dedans. Tout à fait. Moi, je sais que mes maîtres, j'ai beau les voir lucidement avec leur pathos, avec leur humanité, parce qu'ils ont aussi en eux un petit enfant qui a eu les traumatismes qu'ils ont eu, etc. Mais c'est pas ça qui m'intéresse chez eux. Ils sont ni plus ni moins que n'importe qui. Mais ce qui m'a intéressé, ça a été la transmission de quelque chose de vivant, de génération en génération. Ça, je choisis. Je fais exprès d'assumer ma subjectivité à cet endroit-là. Je choisis de porter mon attention là-dessus. Parce que c'est un choix, à un moment donné. Mais déjà, avoir conscience que c'est toi qui choisis Voilà. de ce sur quoi tu mets ton attention, de ce qui t'impacte, de ce qui te touche. Exactement. Parce que mon vieux maître, par exemple, il y a des moments où il m'a pas vu du tout. Où il n'a pas été. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, à mes yeux, ce qui a de la valeur, c'était ce qui m'a transmis en termes d'envie de sublime. Ça a de la valeur. Pour moi. Et peut-être ça n'en aura pas pour l'audience. Et il n'y a pas de problème. C'est important cette altérité. Parce que énormément de gens qui ont reçu ou qui croient avoir reçu quelque chose tournent en rond dans un petit précaré en ne valorisant que ça et en n'étant plus capable de s'intéresser à d'autres gens qui ont d'autres valeurs, d'autres. Tu vois, et ça, typiquement, c'est un sacrifice de la relation à l'autre dont tu parles. De l'altérité. Ou d'une certaine forme d'altérité. Une fois que tu as trouvé ton chemin, tu veux plus en sortir. C'est le risque, si on se perd dans Disneyland, on n'a plus envie de retourner dans le vrai monde, quoi. C'est logique, c'est vachement bien Disneyland, tu vois. Ouais. T'as des churros, c'est Mickey qui te fait coucou, c'est formidable. Mais sauf que justement, une spiritualité avec un S majuscule, normalement, ça doit te ramener à la vie, ça doit te ramener à tes frères, ça doit te ramener à la matière, ça doit te ramener aux vaches que tu entretiens, dont on parlait tout à l'heure. À l'ingratitude, Voilà. parfois à l'inconfort. Par contre, ça peut développer les anciens, ils parlent de ce qu'on appelle le panthos. Le panthos, c'est la joie triste. C'est la joie triste de dire,
j'ai touché des sommets, tu vois, la finesse de Dieu, et je reviens dans la bouse pour essayer même pas de faire en sorte que mon voisin puisse toucher ces sommets, parce que ça se trouve, le voisin, il n'en a rien à carrer, et ce serait un irrespect absolu d'aller là-bas. Mais c'est parce que on a touché cette unité-là et ce Dieu-là qu'on peut arriver sur la place du village et dire, et la famille, ça va? Et où là, on peut apporter quelque chose d'intéressant. Mais c'est ce que certains appellent la voie du blâme. La voie du blâme, c'est tu fais les choses, mais tu n'en attends rien, voire même on te conspue. C'est le jeu de mon palou, ça. Euh, Tout à fait, il y a non, il y a autre chose. Jouir de pas jouir, on en est encore au niveau méso-psychologique. Okay. Là, il y a encore un niveau de dédication supplémentaire dans la voie du blâme, où on donne les choses et on passe pour un enculé, et tiens, la vidéo a sauté, et c'est pas grave. C'est pas grave, puisque justement, le Swan a fait le tour de l'absence, de ce que les psychanalystes appellent l'absence de l'autre en l'autre. C'est-à-dire que on est allé voir les illusions et le petit enfant intérieur qui disait il y a un autre dans l'autre. Et on a dit mais non mon chéri, c'est pas possible qu'il y ait un autre avec un A majuscule. Il peut y avoir un petit autre dans l'autre, bien sûr, évidemment. Bonjour monsieur le garagiste, j'ai un problème de voiture. Ah je vais m'en occuper, etc. Oh elle est bien belle votre voiture. Etc. Il y a un petit autre de l'autre, mais il n'y a pas un grand autre de l'autre. C'est pas le garagiste qui va arriver et qui va me sauver de ma médiocrité. Tu vois, c'est pas, il va pas, même un maître spirituel, il va pas, on peut projeter justement sur le maître spirituel qui devienne ce putain de grand autre. Sauve-moi de ma médiocrité, moi. Ça ne marche pas. Et après, on va lui en vouloir. Parce qu'en fait, on veut pas faire le travail. C'est un peu faire le deuil de, il n'y a pas de parents à un endroit. C'est même Ça plus rejoint. que ça. Ouais. Ça rejoint, tu as raison. Tu as raison. Et c'est même plus que ça. Parce qu'on pourrait essayer de négocier avec un truc genre, ok, il n'y a pas de parents, mais il y a des autres dehors, tu vois. Donc, mais c'est une étape. Voilà. Mais je comprends que ça t'évoque ça. Moi, ça m'évoque cette phrase, une fois adulte, plus personne ne peut rien vous apporter, là, pour le coup. Oui. Là, on est dedans. Complètement. C'est, il y a moi, je peux donner, voilà, je fais l'expérience du monde, mais... Mais c'est super dur aujourd'hui parce que des jeunes générations qui sont élevées, pardon, comme des êtres humains d'élevage, tu vois, et qui sont conçus comme tels. Ils ne peuvent plus accéder à ça. Bah, c'est pas qu'ils peuvent plus, mais en tout cas, c'est vachement plus dur que des gens de la génération de mes parents qui ont grandi dans une ferme et qui, pour s'occuper, allaient chasser du gibier dans la forêt et qui étaient, tu vois, dans un rapport direct avec la nature et où, bah, ils savaient qu'ils pouvaient réellement se blesser, voire mourir au contact de forces sauvages, tu vois, d'un ours ou d'une meute de loups ou de je ne sais quoi. Et c'est pour ça qu'ils grandissaient plus tôt, tu vois. C'est qu'il y avait un rapport direct. Or, toute la modernité a voulu nous protéger du danger que ça représentait, et on la remercie. Mais on gagne pas sur tous les tableaux, si tu veux. Et c'est pour ça, justement, c'est pour ça qu'il y a un effondrement des valeurs spirituelles dans la modernité, justement. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a plus d'anxiété aussi. Parce qu'il y a une mort dans le mental, en fait. Comme il y a moins de morts dans le réel, il y a une mort dans le mental. Enfin, un truc comme ça, quoi. Je ne sais pas comment le traduire, mais... Oui. Ben, alors, après, tu as des études scientifiques en plus qui ont montré que les environnements urbains augmentent la quantité d'anxiété chez l'humain, justement. Mais parce qu'à un moment donné, cette anxiété provient, entre autres, c'est multifactoriel, mais provient entre autres du refoulement d'une forme de puissance et d'animalité que tu pouvais encore vivre quand tu étais en train d'achever le sanglier avec ton canif. Tu vois, tu pouvais encore avoir ce truc-là, alors qu'aujourd'hui, ça nie toute une partie de nous-mêmes. J'en parle dans la vidéo 81 normalement. C'est une forme d'inhibition. Voilà. La vie urbaine génère d'inhibition là. Donc génère de l'autoddestruction et l'enfermement sur soi et de la sclérose. Donc ça demande, moi c'est pour ça que j'aime tant le systéma, parce que je trouve que ça permet de garder un contact avec cet animal intérieur sans devenir un fou dangereux. Justement, ça limite le sacrifice tout en permettant d'être au milieu de tes semblables, de les aimer et de... Ça permet l'expression de l'animalité sans les conséquences légales. C'est ça. Ouais. Ben, je dirais quand même, si vous êtes attiré par la prise de drogue pour vivre des expériences et vivre des sensations pour vous fuir, pour vivre des trucs qui vous dépassent, rappelez-vous que il vous suffit de prendre
de prendre votre vélo, d'aller camper dans la forêt ou je ne sais quoi, et vous allez vivre des sensations tout aussi géniales et puissantes et intenses. Mm. Sauf qu'il va potentiellement rien vous arriver de grave, quoi. Ouais, voilà. Payez-vous juste une vie, quoi. Ouais. Et on n'a pas besoin, Allez jouer à la vie, en fait. et on n'a pas besoin de faire forcément des choses que personne n'a fait pour être. Ça, c'est le narcissisme et des petites différences. Et si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, tout le monde a déjà tout fait. Et puis derrière, tu vois, il y a derrière très souvent, il y a quelque chose qui dit si je suis exceptionnel, je vais avoir un effet waouh sur les autres. Et dans ces cas-là, tu vois, je vais me faire aimer. Mais va directement là où on t'aime. C'est vachement plus simple pour se faire aimer. Tu vois, mais souvent, ça, c'est sous le seuil de conscience. Hein. Rien que ce recadrage-là, déjà, il y en a 2-3 dans l'audience qui peuvent se le prendre en plein cœur déjà. Hein, donc, Moi, le premier. Ouais. ok. Désolé. Merci. Ah, ok. T'allais dire quoi? Non, mais c'est se raconter qu'il y a des choses à faire pour être aimé, quoi. Comme ça, on a des choses à faire, ça nous met des objectifs, on a un but dans la vie. Non. Si on veut être aimé, on va Là où on il y a- s'entoure de gens qui nous aiment. C'est là. Voilà. C'est vraiment la voie royale là-dessus. Et c'est ok d'avoir besoin d'être aimé pour le